Donc la première personne à intervenir, c'est Jacky Dahomey. Donc juste quelques mots de Jacky Dahomey. Donc Jacky Dahomey est professeur de philosophie. Il a tenu une chaire supérieure, il est actuellement retraité, mais il reste très très dynamique et très actif. Et ses travaux ont porté sur la République, l'esclavage et les mouvements sociaux contemporains. Et Jacky intervient souvent ici. C'est toujours un grand plaisir de le recevoir à l'université. Donc Jacky, c'est à toi, tu as 15 minutes. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Mais là, je dois faire un pari pratiquement impossible. Je dois tenir un pari impossible, dire beaucoup de choses en un quart d'heure. Je vais y essayer, mais ce qui implique que je ne pourrai pas développer plus amplement des points qui me paraissent importants. Alors, le titre de ma conférence, les Gilets jaunes ou l'expression française de la crise politique du néolibéralisme. Ce que je veux montrer, c'est que la France traverse une crise manifestée par les Gilets jaunes, mais comprendre cette crise, c'est l'inscrire dans une crise mondiale. Une crise mondiale qui, effectivement, s'exprime de façon particulière dans les différents pays de la planète, notamment celle du monde occidental. Donc, encore faudrait-il que nous comprenions ce qui caractérise ce que j'entends par la crise politique du néolibéralisme. Alors, ça complique les choses, parce que cela m'oblige à définir néolibéralisme et politique. Alors, concernant le néolibéralisme, on va très vite, je ne veux pas rentrer dans les détails, on appelle par néolibéralisme cette évolution du capitalisme qui s'est mondialisé beaucoup plus que par le passé, et avec des transformations profondes que je ne vais pas développer ici, qui donnent un aspect important à la financiarisation et aussi qui a remodelé le rôle de l'État dans l'intervention économique. Enfin, en gros, voilà ce que je peux dire très rapidement, compte tenu du peu de temps qui m'a imparti, pour la définition du néolibéralisme. Alors, si je parle de crise politique, je précise bien que je parle de crise politique, parce qu'il y a aussi des crises économiques. Il y a des crises économiques comme celle de 2008, il y a des crises anthropologiques, culturelles, etc. Mais je vais insister sur la crise politique du néolibéralisme. Alors, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que j'entends par politique? Et ça encore, c'est la première difficulté. Alors, je pense que la politique ne doit pas être confondue avec d'autres domaines de la réalité sociale, comme par exemple la religion. La politique, ce n'est pas le religieux, la politique, ce n'est pas l'économique, la politique, ce n'est pas le culturel, que sais-je encore, même si, dans l'activité politique, tous ces différents domaines puissent interférer. Mais ce n'est pas parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de politique sans économie, il n'y a pas d'économie sans politique, mais il s'agit de cerner au niveau conceptuel ce qui serait comme l'essence même de la chose politique. On peut dire que ce qui caractérise la politique par rapport au religieux ou par rapport à l'économique, c'est la politique est là pour donner un ordre et un sens à une collectivité humaine. Il n'y a pas de politique sans territoire. Donc une collectivité humaine dans un territoire. Il n'y a pas de politique sans le pouvoir, sans des rapports de pouvoir, de commandement. Et on appelle cela en général la souveraineté. Donc pas de politique sans souveraineté, pas de politique non plus sans, comment dirais-je, des formes de rationalité diverses. Enfin, en gros, la politique n'est pas le religieux. Même si, dans l'histoire de l'humanité, le religieux a précédé le politique. La définition même de la religion, comme vous savez, c'est le relier. Donc, la religion a joué un rôle dans l'unification des hommes. Mais qu'est-ce qui distingue fondamentalement le religieux du politique? Je pense que c'est plusieurs éléments, à savoir le développement des lois positives, par exemple, des lois positives, le fait que la souveraineté, même si dans certains cas, elle référait
de façon ultime à Dieu, la souveraineté s'autonomise. J'explique, c'est un peu difficile, hein, cette question-là. D'ailleurs, je ne voulais pas trop l'aborder. Pourquoi ça crache comme ça, je ne sais pas. Je reprends. Avant l'apparition de la politique chez les Grecs, il y avait un courant qu'on appelait le pastorat. Le pastorat, c'était... ah oui. Le pastorat, c'était effectivement, c'est le religieux qui commandait directement la politique. Donc petit à petit, la politique s'est autonomisée par rapport aux religieux. Je n'ai pas le temps de développer tout cela, peut-être dans le débat. C'est très important parce ce que j'entends par cette lente autonomisation du politique par rapport aux religieux, qui a commencé chez les Grecs et qui va se poursuivre en Occident à partir en gros de saint Thomas d'Aquin. Mais si vous voulez, je laisse tomber ces questions, on va revenir plus tard. Cela dit, lorsque la politique n'arrive plus à donner sens à l'être ensemble, on assiste à de retour du religieux ou à des crispations identitaires. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire qu'il y a une crise politique du néolibéralisme? Alors, la première modification me semble celle du rôle traditionnel des États. Il me semble que l'ordre néolibéral a produit un affaiblissement de la souveraineté des États. En effet, le progrès numérique qui a produit des monopoles, par exemple, donc, oui, dans le néolibéralisme, il faut inclure aussi les révolutions technologiques, notamment dans le domaine du numérique, c'est fondamental, parce que cela détermine pas seulement l'économique, mais aussi le politique. Alors, par exemple, le progrès numérique a produit des monopoles comme Google. Alors, ces monopoles, ce qui est important, c'est qu'ils ignorent à la fois les lois nationales et la nécessaire contribution à l'impôt des acteurs économiques. La construction européenne, d'ailleurs, a accentué cette dépossession de souveraineté, notamment concernant l'industrie et la monnaie, ce qui entraîne du même coup le développement des inégalités et un affaiblissement des politiques sociales. Cette notion de souveraineté, j'y reviens, elle est importante. Quand je dis qu'il ne peut y avoir de politique sans souveraineté, il faut distinguer la souveraineté de la force. Toute souveraineté, dans une société politique donnée, et en général la souveraineté, celle de l'État, suppose un minimum de légitimité, c'est-à-dire un consensus au-delà des divergences d'intérêts et d'opinions. Consensus, attention, maintenant il y a toute une théorie du consensus. Consensus ne signifie pas que les conflits dans la société soient effacés. Disons plutôt que la souveraineté est là pour gérer les conflits toujours existants au sein du politique. Il n'y a pas de société politique sans conflit, sans, en gros, ce que certains appellent la distinction ami-ennemi, mais ça, peut-être dans le débat, on va revenir là-dessus, ça pose problème. Donc, et même dans la société, plusieurs théories de la souveraineté peuvent aussi s'opposer. Donc, il n'y a pas de politique sans opposition. Donc, le premier trait que je voulais montrer, c'est que le néolibéralisme entraîne un affaiblissement de la souveraineté des États, et c'est très important compte tenu que l'État, avec la souveraineté, assure un certain ordre au sein d'une collectivité donnée. Donc, crise des États, c'est très important. Parce que l'économie mondiale s'est imposée dans le même temps où la souveraineté des États sur l'économie s'est affaiblie. Or, il ne peut exister de politique ni de souveraineté mondiale. Il y a une contradiction que peut être une politique mondiale. Il y a une économie mondiale, mais il ne peut pas y avoir de politique mondiale. C'est-à-dire qu'il faudrait un État mondial. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Comme le dit Julien Freund, qui est un grand politologue, dans un ouvrage qui s'appelle L'essence du politique, il ne peut pas y avoir de politique mondiale, il n'y a de politique que territoriale. C'est-à-dire qu'il faut des territoires donnés. Donc on a mal à penser un État qui serait supranational. Donc il y a une contradiction. La société se mondialise dans l'économie, mais que peut être une mondialisation du politique? Ça crée donc une crise. Et cette crise peut donner naissance à des empires. Il y a toujours eu des empires. Il y a toujours eu des empires. N'oublions pas que quand je parle de territoire et de gouvernement, on distingue en gros
si on met à part les peuples, les ethnies, les peuples primitifs, les sociétés sans État, comme par le classe, il y avait la cité, l'empire et la nation. Voici les trois grands systèmes politiques qu'on a connus, cité, empire, nation. Alors, il ne peut pas y avoir non plus un seul empire mondial, parce que les empires supposent toujours, même si c'est plusieurs territoires, une unification territoriale très grande. Et d'autant plus que vous connaissez sans doute ce qu'on appelle le paradoxe de Thucydide. Tout empire qui triomphe voit surgir une force qui va l'ébranler. Donc tout empire appelle à un dépassement. Donc ce qui restait comme possibilité d'entente mondiale des nations, avec l'ONU et d'autres organisations internationales, est en train de se ébranler. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'American First de Trump. En parlant de Trump, j'ai appris hier que Trump, maintenant, il dit qu'il intervient au nom de Dieu. C'est très important parce que le religieux, quand même, on voit les crispations politiques, des radicalisations comme Daesh, mais on oublie d'autres formes de radicalisation qu'est l'évangélisme, qui a joué un rôle important. Freud, maintenant, dit que c'est au nom de Dieu, parce qu'il évangélise, le courant évangéliste a soutenu Trump, de même que Bolsonaro. Donc on voit aussi que le religieux peut faire retour dans le politique de façon assez inattendue. Alors je dois aller très vite parce que c'est impossible. Bon, alors, mais je vais quand même, ce qui est grave, alors on est passé aussi avec ce que Marcel Gauchet appelle le nouveau monde à ce qu'on appelle les sociétés d'individus. Marcel Gauchet dit que le nouveau monde, c'est une société d'individus, c'est-à-dire des individus enfermés dans leur individualité avec leurs droits. Et c'est déjà ce que disait Margaret Thatcher, la société n'existe pas, il n'existe que des individus. C'est très profond, la thèse de Margaret Thatcher. Elle a perçu quelque chose. La société n'existe pas, il n'existe que des individus, mais si la société n'existe pas, qu'en est-il du politique? C'est pour cela qu'il y a même des théoriciens, je vais vous donner un exemple qui m'a frappé. Je lisais un livre de Marc Duguin et Christophe Labbé, L'homme nu. Alors, il cite l'exemple de Patrick Friedman. Alors, qui est Patrick Friedman? C'est le petit-fils du célèbre économiste libéral Milton Friedman, et qui est ancien ingénieur chez Google. Alors, lui, il a une théorie qui me paraît intéressante. Il considère que le gouvernement est une industrie inefficace. C'est intéressant, un gouvernement qui est une industrie inefficace, et la démocratie comme inadaptée. Il explique à qui veut l'entendre que le système politique actuel est sclérosé, les règles de régulation du commerce comme obsolètes. Il veut même couvrir la planète de villes flottantes, échappant à la souveraineté des États. Alors bien sûr, c'est un néolibéral qui pousse plus loin sa conception du néolibéralisme. On voit bien que dans cette conception, ce qui est effacé, c'est la dimension proprement politique de l'existence collective. Alors écoutez, je passe très rapidement là-dessus. Alors, cette crise mondiale provoque des replis sur des formes prépolitiques, identitaires, la violence, retour du religieux, donc des retours archaïques du fondement du politique. Mais cela peut faire aussi surgir de façon inattendue la question sociale, d'autant plus que la tradition social-démocrate, laquelle proposait certaines limites au libéralisme, connaît depuis 30 ans une crise grave menant à sa quasi-disparition. Donc le social-libéralisme qui avait introduit quand même certaines limitations au libéralisme, depuis, on peut dire, en gros, depuis très longtemps, la social-démocratie date de 1840, mais chaque fois il y a différents stades de la social-démocratie qui produisaient une limitation du libéralisme. Elle est totalement en crise, et ce qui donne aussi une crise radicale de la gauche. Alors bon, maintenant, la crise française du néolibéralisme. Pour saisir les gilets jaunes, il me semble important de distinguer, comme on fait en philosophie, on distingue une chose dans sa réalité profonde, on va dire sa réalité ontologique, et une chose dans ses manifestations phénoménales. Alors phénoménal, attention, en philosophie, ce n'est pas quelque chose de bizarre. Phénoménal, ça vient du grec phénoménon, ce qui manifeste
ce qui se manifeste à la clarté du jour. Nous sommes d'accord. Donc, il faut distinguer une chose dans son être et une chose dans ses manifestations phénoménales. Il me semble que ce qui rend difficile la perception des Gilets jaunes, c'est qu'on s'est arrêté à ces manifestations phénoménales, qui sont multiples et diverses, et on a du mal à saisir le fond. Alors, il est vrai que ces manifestations sont plurielles, hétéroclites, voire contradictoires. On dit qu'il y a là-dedans, il y a des extrêmes droites. Ah oui, mais il y a aussi l'extrême gauche. Il y a aussi le pénis. Il y a aussi ceci, il y a aussi cela. Mais ce sont des manifestations phénoménales. Hein, mais quel est le fond? C'est ce qui est difficile à saisir. Et ce qui est étrange, c'est que même la gauche, même les syndicats comme la CGT, n'ont pas perçu la réalité du mouvement et ont refusé de s'associer. Donc, je propose qu'on ne réduise pas les Gilets jaunes à une des manifestations phénoménales, hein, mais à leur réalité profonde. Alors, que dire de cette réalité profonde? Comment je perçois, comment définir la réalité ontologique des Gilets jaunes? Alors, je dirais que c'est d'abord un mouvement insurgent. Alors, ce mot, j'insiste sur ce mot insurgent. Hein. C'est un mouvement insurgent dans une double dimension sociale et politique. Je dis bien insurgent et non pas insurrectionnel. C'est Julien Faure qui dit que toutes les grandes modifications politiques ont été produites par des insurrections. Donc, je dis bien insurgent et pas... Ah, c'est déjà la limite. J'ai 5 minutes. Je peux pas. Bon, je vais arrêter alors. Alors, insurgente, c'est-à-dire, on s'insurge contre. C'est une force qui s'élève contre quelque chose. Donc, c'est bien... c'est donc une politique insurgente qui contient 2 dimensions, sociales et politiques, contre l'État. Alors, je vais très rapidement parce qu'il me reste 5 minutes. Alors, la dimension sociale. La société française a changé ces 30 dernières années, désindustrialisation, etc., modification des classes populaires, chômage endémique, une large fraction des classes moyennes s'est paupérisée. Donc, mais dans un débat que j'ai vu, je sais pas moi, sur YouTube, Marc Abela précise une chose qui me semble intéressante. Il dit que les lieux de résidence ne correspondent plus aux lieux de travail, ce qui est une rupture avec la territorialisation habituelle des quartiers populaires. Ça, c'est une première chose. Mais cela crée aussi des modifications des filières traditionnelles de la politique, rejet des élites, etc. Cela signifie que le schéma classique des marxistes-léninistes, pour qui le peuple ce sont les ouvriers, et avec la paysannerie pauvre, ce schéma-là est totalement dépassé. Il y a chez les salariés de nouvelles formes d'existence sociale qu'on peut appeler en gros le précariat. Donc, c'est une révolte sociale contre cette nouvelle condition du précariat. La deuxième, alors, on pourrait se demander pourquoi cela prend une importance en France. Cela prend une importance en France parce que la France est un pays particulier en Europe. Quelle est cette particularité? Une longue tradition sociale, de lutte sociale, ça c'est incontestable, hein, qui frappait déjà Marx et tout le monde. Et c'est quand même le pays de la grande révolution politique et la Révolution française. Donc il y a une tradition politique française. Et sans compter son système social tel qu'il a été élaboré par le Conseil national de la résistance. Il y avait donc une opposition entre le modèle social français et la politique néolibérale. Si bien que les 30 dernières années, les partis qui se sont succédés au pouvoir, aussi bien UMP que PS, ont eu du mal avec ce problème-là. N'ont pas eu de politique efficace. Donc, il fallait passer en force, moderniser la France, moderniser entre les guillemets, il fallait passer pour casser le modèle social. Et c'était la tâche de Macron. Macron, c'est un envoyé de l'oligarchie pour passer en force ce que n'arrive à faire ni l'UMP, ni le PS. Et pourquoi il est passé en force? À cause de l'affaiblissement politique de la gauche, de la social-démocratie, affaiblissement politique des syndicats. Donc quand j'ai vu l'an dernier avec quelle facilité Macron a réussi à casser le modèle social,
J'avais écrit en mars dans Mediapart un article en disant « L'absence de convergence des luttes va produire un déboulé de la colère ». J'entends par déboulé, c'est-à-dire quelque chose qui ne rentre pas dans les cadres habituels. Donc je suis absolument scandalisé lorsqu'on dit que moi, mais ils ne sont pas organisés, où sont leurs représentants, ce ne sont pas les syndicats. Mais c'est précisément parce que la gauche, les syndicats, Macron avait mis les syndicats dans sa poche, la trahison de Maï, etc., c'est comme spectaculaire. Hein. Les corps intermédiaires n'ont pas joué leur rôle qui a eu l'explosion des Gilets jaunes. On ne peut pas reprocher aujourd'hui aux Gilets jaunes de ne pas se comporter comme des corps intermédiaires. Alors, je suis obligé de m'arrêter, c'est dommage, je ne peux pas... Alors, je vais m'arrêter. Dans le débat, ce que je veux montrer, c'est qu'il faut bien comprendre la nature de la crise française, mais une chose est très importante, quand j'ai dit que la France est un pays de grande tradition sociale et politique, Révolution française, ça c'est l'aspect positif de la France. Mais on oublie la tradition négative de la France. La France est le pays qui parle le plus des droits de l'homme et de la République et qui n'a cessé constamment de trahir les droits de l'homme et la République avec chaque fois la montée de la dimension impériale. Et alors, pour terminer quand même, c'est important, quelle est la différence? Pourquoi, par exemple, Macron prend le visage de Jupiter? Pourquoi la Ve République? Pourquoi De Gaulle? Pourquoi le pouvoir fort? Il faut comprendre, cela remonte, et je le dis souvent, à Louis XIV. Pourquoi? Depuis Louis XIV, donnez-moi 2 minutes encore, c'est très important ça. Le premier grand théoricien de l'État, c'est Jean Baudin. Nous sommes d'accord, c'est Jean Baudin. Mais pour Jean Baudin, Jean Baudin, la souveraineté est pensée sur le mode d'une décision qui fonde la loi. Ce qu'on appelle plus tard le décisionnisme, qui revient à la mode depuis Carl Schmitt et qui est repris par des gens comme Jacques Sapir. Des gens de gauche sont en train, même Chantal Mouffe, sont en train de faire l'éloge de Carl Schmitt. C'est intéressant ça. C'est très intéressant. Donc, il faut bien comprendre que pour Jean Baudin, parce que Sapir se réclame de Jean Baudin aussi, comme de Carl Schmitt, et même Julien Freud que j'ai cité, son maître à penser, c'est Carl Schmitt. Il y a quand même un problème là au niveau de la gauche. Alors, mais pour Jean Baudin, la législation est conçue sur le modèle de la décision administrative et non sur l'exemple de l'arbitrage judiciaire, contrairement aux pays comme la Hollande et l'Angleterre. Le souverain, ce n'est pas un juge qui arbitre après un procès en appliquant la loi. Le souverain n'est pas un juge, c'est un détenteur de l'autorité. Donc, à partir de Colbert, l'État a cessé d'être un État de justice pour devenir un État administratif. Et il a organisé, dès lors, il était organisé par un budget centralisé et par des administrateurs, les intendants de l'époque, et plus tard les préfets. Donc, je m'arrête là. Il faut bien comprendre que la politique de Macron, que je ne vais pas développer ici, c'est le prolongement d'une tradition française d'un pouvoir de type décisionniste que la Ve République a renforcé, mais qui apparaissait déjà sur Napoléon Bonaparte, sur Napoléon le Petit, Pétain. Cette tradition-là est forte en France. Alors, en conclusion, les choses me paraissent assez graves en France. De 2 choses l'une. Où le mouvement des Gilets jaunes connaît, et je vais terminer là-dessus, une solution qui ne peut être que politique, mais on ne voit pas quelle solution politique, parce que chaque fois qu'il y a eu des mouvements sociaux de ce genre, la gauche reprenait. On est le cartel des gauches, on est le Front populaire. La gauche est en piteux état, aussi bien l'extrême gauche que les socialistes. Tout ça, c'est une immense comédie. Nous sommes d'accord? Alors, qu'est-ce qui reste alors? Alors, si ce n'est pas possible, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura une demande d'ordre très forte. Et déjà, hier, il y avait une étude qui est apparue, il y a à peu près 40-45% des Français qui demandent un pouvoir militaire. Donc, s'il n'y a pas une solution de gauche, il y a de fortes chances qu'on va s'orienter vers une solution de retour à l'ordre, comme Napoléon III, c'était ça, le parti de l'ordre. Et les choses sont là. Il me semble que c'est assez grave. Et en dernière analyse, mais là, c'est peut-être quelqu'un d'autre va développer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de ça, mais il y a une chose importante. Il faut bien comprendre que le gouvernement Macron ne peut être qu'un gouvernement qui renforce le pouvoir
administratif au détriment du pouvoir judiciaire. C'est l'essence même du macronisme. Mais si ça réussit, c'est mes derniers mots, ce n'est pas seulement le pouvoir qu'il faut analyser. Quelque chose dans la société française est tolérante vis-à-vis de ça. Moi, j'étais choqué par la déchéance de nationalité. Je suis l'un des premiers à avoir critiqué ça. L'état d'urgence, l'inscription de l'état d'urgence dans la loi. Il y a là des choses et la manière dont... Alors, on a 5000 personnes qui ont été arrêtées puis libérées dans des manifestations. C'est quand même pas croyable. Et la population se tait. Il y a des choses qui ne font pas scandale en France et c'est très grave. Pétain, pour moi, ce n'est pas un accident de l'histoire de la France. Et qu'est-ce qui nous attend là? Je ne sais pas. Je suis comme vous dans l'expectative. Merci.